manchette aujourd'hui, Dominique Ducharme était de passage dans la région hier soir. Donc bonjour à toutes et à tous, Chloé Lemont au pupitre aujourd'hui pour ce bulletin d'information du 18 novembre sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et locale. Commençons le bulletin d'information avec une nouvelle sportive. Donc, comme mentionné en manchette, Dominique Ducharme, qui est entraîneur-chef du Canadien de Montréal, était de passage à Notre-Dame-des-Prairies, sa ville natale, hier soir. C'était 200 personnes environ qui prenaient place au Carrefour culturel pour une rencontre avec Dominique Ducharme, qui est accompagné de la journaliste sportive Chantal Maccabé. La rencontre se faisait donc sous forme d'entrevue, passant de l'enfance de Dominique Ducharme jusqu'à la dernière finale de la Coupe Stanley l'an dernier et pour conclure la situation actuelle du Canadien. Donc voici un court extrait où Chantal Maccabé lui parle de sa passion pour le baseball lorsqu'il était plus jeune, ainsi que de son parcours de joueur de hockey. On regarde. Tu étais rapide, tu as joué élite, tu avais beaucoup de talent. Est-ce qu'à un moment donné, tu avais des objectifs, des ambitions au baseball? Tu sais, je pense tout de suite à Éric Gagné, tu as à peu près le même âge qu'Éric, qui était à Repentigny, pas tellement loin d'ici, qui a percé au baseball majeur. Est-ce que tu as eu un rêve concernant le baseball? Non, pas un rêve. Je trouvais déjà le chemin au baseball majeur. J'ai jamais vu peut-être une opportunité pour moi. J'étais quand même assez bon, mais de là à faire un joueur des majeurs non plus, aucune idée, je crois pas, mais je croyais que j'avais plus de chance en tant que joueur. Donc, et j'aimais le hockey aussi. Une excellente équipe. Cette année-là aussi, j'avais fait partie de l'équipe Québec, les moins de 17 ans. On avait perdu en finale contre la Finlande. Et puis, non, c'était une belle saison. Malheureusement, on n'avait pas réussi à aller jusqu'au bout, mais des bons souvenirs, une excellente équipe. Et encore aujourd'hui, même si on avait 16 ans, donc je ne dirais pas exactement ça fait combien de temps, mais ça fait un bout. Mais on reste encore en contact. Tu as joué à Hawkesbury, 140 points en 55 matchs. Est-ce que c'est... Avant cette rencontre, CTRB a proposé quelques questions à Dominique Ducharme. Voici donc un extrait de ces questions. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a un joueur qui vous a marqué lors de votre passage comme entraîneur dans la région ici? Ici, j'ai eu des moments très plaisants. Beaucoup de succès avec l'Action de Joliette. Puis, je ne peux pas nommer juste un joueur, mais plus un groupe de joueurs avec lesquels je dirais que le hockey pour eux était encore important, mais ils savaient qu'en même temps qu'ils n'étaient pas pour gagner leur vie avec ça, ils n'étaient pas pour. Mais leur esprit de compétition, leur engagement dans ce qu'on faisait, la fierté avec lesquelles ils portaient notre uniforme, c'est le plus beau souvenir que je garde des joueurs que j'ai coachés ici. Pour rester dans le même sujet un peu, outre Jacques Laporte, est-ce qu'il y a une personne, mettons, dans le secteur qui t'a aidé ou qui, justement, je vais dire que t'a aidé pour devenir coach ou quelque chose de genre qui t'a aidé à monter? Non, c'est certain qu'une fois que j'ai terminé de jouer, Jacques était entraîneur à l'Université de Trois-Rivières, de m'ouvrir la porte pour devenir adjoint avec lui. Je crois que c'était une belle opportunité pour faire mes premiers pas. Mais les gens de la région, mon frère qui j'ai coaché, mais avec qui toute notre jeunesse, on a parlé ou joué ou de hockey, des amis comme ça aussi qui au quotidien. Donc c'est pas vraiment un moment précis, mais l'accumulation de personnes comme ça qui nous amènent à faire face à des situations, des défis comme lesquels je vis aujourd'hui. Tu étais joueur, le déclic de dire je veux être coach? Je savais que le jour que j'arrêterais de jouer, que je voulais rester dans le hockey, mais à faire quoi exactement? C'est venu graduellement. Puis c'est certain que mes années en Europe où on avait un horaire qui était pas mal différent, puis que la façon que les clubs sont construits, c'est qu'ils partent du hockey mineur,
ils font grandir leurs jeunes. C'est tout le même club. Il y a du hockey féminin, il y a du hockey junior, il y a du hockey mineur. Puis à travers ça, j'ai été impliqué là-dedans avec les équipes parce que j'avais beaucoup de temps. Puis la plus grosse chose qui est arrivée, c'est ma dernière saison que j'ai jouée. C'est qu'à ce moment-là, les entraîneurs en Europe n'avaient pas vraiment d'équipe d'entraîneurs autour d'eux. Il y avait le coach en chef du hockey mineur qui venait aider comme adjoint, mais notre coach est tombé malade. Puis c'est vraiment là que à gérer l'équipe en jouant avec un coéquipier, c'est que je me suis dit vraiment c'est ça que je veux faire après. Marc m'avait demandé d'aller le rencontrer. C'est certain qu'en m'en allant là-bas, au moment où il m'a demandé d'aller le voir, je me doutais qu'il se passait quelque chose. Ma marche pour aller le rencontrer, je m'en souviens encore, j'étais quand même assez nerveux ou fébrile parce que j'avais l'impression que c'est ça qu'il allait me dire. Donc, encore plus ce moment-là que le premier match, parce que le reste après, ça va tellement rapidement. Puis, j'avais déjà été aussi derrière le banc du Canadien. Donc, c'était juste mon rôle qui changeait. Donc, ce premier match-là, pour moi, je me souviens c'est où, je me souviens c'est quand, je me souviens du pointage final, mais c'est pas le match, mettons, qui m'a le plus marqué parce que ça allait tellement vite aussi. Le dernier segment de l'entrevue est en lien avec la rencontre qu'il y a eu avec Marc Bergevin lorsqu'il lui a annoncé qu'il était entraîneur-chef du Canadien. Passons maintenant du côté de Trois-Rivières où Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé, était présent hier pour une conférence de presse. Donc, Yves Perron était accompagné des députés bloquistes René Villemur, député de Trois-Rivières, et Louis Plamondon, député de Bécancour-Nicolet-Sorel. Ils ont détaillé les 5 priorités qu'ils mettront de l'avant à l'aile parlementaire pour la région ainsi que leurs principaux enjeux locaux. Voici les propos d'Yves Perron lors de cette conférence. Alors, bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir de prendre la parole avec mes deux comparses, mes deux complices de la région, pour annoncer évidemment notre retour en force et notre arrivée fracassante à l'autre bord de la rivière des Outaouais, au Parlement canadien, pour défendre les intérêts du Québec, pour en faire la promotion constante. René a mentionné rapidement la question de la pyrotite. Je vais vous parler un peu plus. Là, Monsieur Villemur vous a présenté les enjeux nationaux et ces enjeux de Trois-Rivières. Je vais vous parler des enjeux, évidemment, pour Berthier-Masquinongé plus spécifiquement. La pyrotite est un dossier qui touche plusieurs circonscriptions, en fait, nos 3 circonscriptions. Et c'est un dossier qu'on va continuer à travailler. On a des attentes fermes. Vous vous rappellerez qu'on avait obtenu au dernier budget un engagement ferme au niveau de régler ça définitivement. On a eu des promesses qu'on fixait les montants à l'automne. Là, ça fait 2 mois qu'on a eu une élection, il ne se passe pas grand-chose. On va poser des questions, on veut avoir des réponses. Il y a bien sûr le dossier de l'érosion des berges. Vous aviez reçu, vous étiez tous au courant de la démarche que je faisais qui commençait au niveau pétition et qu'on veut orienter éventuellement, potentiellement, vers un recours collectif pour forcer le gouvernement fédéral à assumer ses responsabilités quant à l'érosion des berges du fleuve. Nos municipalités riveraines, j'allais vous dire, ont des grandes difficultés. En fait, sont parfois sur le bord du désespoir. C'est parfois des travaux d'urgence pour sauver des ponçons de route qu'ils doivent faire. Et c'est inacceptable qu'on les abandonne dans cette situation-là. Ensuite de ça, les tours cellulaires. Vous savez, on en a parlé pendant la campagne. J'avais fait un point de presse à Saint-Édouard-de-Masquinongé. La semaine dernière, je me suis rendu dans la région du Lac-Souris, donc Saint-Élie-de-Caxton, Saint-Mathieu-du-Parc, des secteurs qui sont peu ou pas desservis et où la sécurité de notre population est mise à mal. Écoutez, c'est pas un luxe, là. C'est comme quand on vous parle d'Internet haute vitesse, là. Bien sûr, Internet haute vitesse, on a réussi à débloquer les sommes vers Québec. On surveillera la situation d'ici la fin de 2022. Mais quand on parle de réseau cellulaire, là, parfois, c'est la vie des gens qui peut être mise en cause dans certains récits assez troublants qu'on nous raconte. Donc, il va falloir prendre un programme ciblé là-dessus.
Et notre collègue, d'ailleurs, Sébastien Lemire, député d'Abitibi-Témiscamingue, qui est responsable de ce dossier-là, est venu faire son tour la semaine passée, puis on est allé voir les gens. Il est en train de faire le tour du Québec, puis on va passer à l'attaque là-dessus. Donc, on veut régler le problème. Ça fait trop longtemps que les gens ont des promesses qui ne se réalisent pas. Ensuite, on a parlé beaucoup de la main-d'œuvre. Bien sûr, c'est un enjeu national, mais c'est aussi un enjeu local de première importance. Puis il y a des choses simples qu'on peut faire rapidement. Bon, oui, on est heureux que la PCRE a été retirée finalement. C'est une goutte d'eau dans l'océan, mais c'est quand même un geste qu'il fallait faire. Il nous reste des gestes concrets qu'on peut faire. Crédit d'impôt pour les gens qui s'établissent en région, crédit d'impôt pour les gens de 60 ans et plus. Donc, on a la possibilité d'être créatif et réactif, rapide dans l'action pour régler ça. Les travailleurs étrangers aussi. Vous avez vu, dans les dernières semaines, on a fait beaucoup de démarches. Il y avait un blocage informatique au gouvernement canadien qui bloquait les demandes depuis plusieurs mois. Ça a pris une cellule de crise. Ça n'a pas de bon sens qu'on se rende là. Soyons efficaces et à la rigueur, transformons ça vers Québec, évidemment. Je termine avec mon dossier d'agriculture agroalimentaire. Particulièrement, c'est lui aussi un dossier national qui se répercute dans Berthier-Masquinongé. Il faut augmenter de façon urgente notre capacité de transformation régionale. Et dans les productions agricoles, il y a des non-sens totales où on va transporter des bêtes jusqu'en Pennsylvanie pour les faire abattre et pour les ramener. Puis en même temps, on tient un discours aux gens, puis on dit « limitez vos transports ». Puis essayez de réduire vos émissions de gaz à effet de serre, ça ne fonctionne pas. Et si ce n'est pas de l'efficacité, ça rend difficile la traçabilité. Donc, il faut augmenter la capacité de transformation régionale, particulièrement au niveau de l'abattage. Il y a des projets dans Berthier-Masquinongé, puis j'ai bien l'intention de les soutenir, puis de les appuyer, puis de pousser fort là-dessus pour que ça voie le jour bientôt. CTRB s'est ensuite entretenu avec M. Perron, donc on l'écoute. Donc, concrètement, qu'est-ce que les gens de Berthier-Masquinongé doivent s'attendre de votre retour en chambre le 22 novembre? En fait, c'est qu'on continue à travailler, puis là, on va arriver en force, puis on va brasser les affaires. Il faut que ça bouge rapidement. Vous savez qu'un contexte de gouvernement minoritaire, la dernière législature nous l'a démontré, quand on commence des actions, parfois, on n'a pas le temps de les finir. Moi, j'ai l'intention de régler des dossiers. Donc, entre autres, au niveau national, la loi sur la gestion de l'offre, c'est clair qu'on va partir de ça. J'ai parlé tantôt, dans le point de presse, des points qui se rapportent plus au niveau local. Fait que vous savez que deux grandes préoccupations, c'est les berges. Évidemment, il y a la pyrotite qu'on partage tous dans la région. Après ça, il y a les berges. Je veux relancer ça. Je veux que le fédéral prenne ses responsabilités. Les tours cellulaires. Les trous cellulaires. On veut un programme dédié pour la couverture des trous cellulaires. Et ça, on a déjà commencé à travailler. On n'attend pas que le Parlement siège. Mais évidemment, ça va aider, ça va accélérer les choses. Ça, c'est bien important. Les enjeux de main-d'œuvre, on en a beaucoup parlé pendant la campagne. Maintenant, passons à l'action. On est rendu le 22 novembre. Il est déjà tard. Il y a des choses rapides qu'on peut voter, comme un crédit, entre autres, pour les personnes de plus de 60 ans qui seraient éligibles à la retraite, qui voudraient continuer à travailler, que ce soit à temps plein ou à 2-3 jours semaine, c'est pas important, mais ces gens-là ont payé des impôts toute leur vie. Ils ont le goût de travailler. Ils vont s'ennuyer s'ils ne travaillent pas. Puis les entreprises ont besoin d'eux et de leur expertise puis de leurs compétences. Ça serait illogique de ne pas agir en ce sens-là. Les crédits d'impôt pour les gens qui s'installent dans les régions. On travaille beaucoup pour les travailleurs étrangers aussi. Faire venir les gens dans les entreprises agricoles. Puis parfois, quand on en parle, ça peut avoir l'air de des dossiers nationaux, mais on a une multitude de cas dans Berthier-Masquinongé de gens qui nous appellent d'une façon, je vous dirais, assez régulière. Puis on pousse les dossiers, on réussit à faire débloquer, mais c'est pas normal que ça doive passer par le bureau du député. Il y a des choses à améliorer dans le fonctionnement de ça et on va y travailler fermement. Passons maintenant à la première pause. Bonne journée, mon grand. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Salut! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que je vais faire une présentation devant mes nouveaux camarades de classe. Ça, c'est ma jambe de natation. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donnée. Merci de votre appui. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin.
On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Donc, pour les anniversaires en ce 18 novembre, la FADOC de l'Île du Pas souhaite un joyeux anniversaire à Thérèse Bocage et à Guylaine Thibault, et l'Association des personnes handicapées secteur Berthier souhaite un joyeux anniversaire à Roxane Joly. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, bon anniversaire de toute l'équipe de CTRB. Allons maintenant du côté de Saint-Gabriel. Donc, le temps des fêtes est de retour et le marché Brandon compte bien entamer les célébrations avec la 11e édition de son fameux marché Noël sous le thème du temps des retrouvailles. La communauté est invitée à se réunir la fin de semaine du 4 et 5 décembre à la salle Jean Coutu du Centre sportif et culturel Brandon de 10h à 16h au 155 rue Saint-Gabriel. Pour oublier les difficiles mois de pandémie, c'est une ambiance festive que plus d'une trentaine de producteurs et artisans locaux seront rassemblés sous un même toit. Ce sera l'occasion rêvée pour les citoyens de se divertir tout en dénichant des présents savoureux ou créatifs, toujours issus de notre merveilleux terroir. Des tirages de paniers cadeaux clôtureront également l'événement, donc vous pouvez courir votre chance d'en gagner. Les visiteurs auront le plaisir d'être rassasiés puisque des repas élaborés à partir de produits de fournisseurs locaux du marché Brandon seront préparés et servis sur place par Amélie Rock, traiteuse. De plus, comme le veut la coutume, nous offrirons notre délicieux gâteau communautaire, leur délicieux gâteau communautaire aux citoyens présents. Toutes les précautions seront prises pour permettre aux visiteurs de se régaler en toute sécurité et respect des règles sanitaires. En cohérence envers la mission d'éco-responsabilité, une borne de recharge pour véhicules électriques sera également disponible sur place. Maxime Giroux, qui est coordonnateur du marché Brandon, mentionne « Je pense que cet événement est une occasion en or de faire briller les producteurs et artisans locaux et réveiller notre esprit de collectivité endormi par les temps de confinement. » J'aimerais mentionner aussi que la photo qui a passé en arrière, c'est une photo de 2019, donc dans le temps où il n'y avait pas de mesures sanitaires. Maintenant, passons à une nouvelle du côté de la Sûreté du Québec. Donc, c'est le bilan nautique saison estivale 2021. Dans le contexte de la pandémie, la popularité des sports nautiques a connu une augmentation au Québec. Les plans d'eau ont été fort achalandés au cours de la saison estivale 2021. Cette réalité a amené des enjeux de sécurité relativement à la cohabitation entre les différents types d'usagers des lacs et rivières. La patrouille nautique de la Sûreté du Québec, en collaboration avec ses partenaires Transport Canada, Nautisme Québec, la Garde côtière ainsi que des équipes nautiques de différentes organisations policières du Québec, a su s'adapter et contribuer par ses interventions à rendre les plans d'eau sécuritaires malgré la hausse marquée de l'achalandage. Donc, le bilan en quelques chiffres, plus de 11 500 interceptions nautiques effectuées, plus de 1000 constats d'infraction signifiés, plus de 4 300 avis de non-conformité signifiés, 3 collisions mortelles impliquant une embarcation nautique. Cette année, des agents évaluateurs en reconnaissance drogue se sont joints aux diverses équipes nautiques de la Sûreté du Québec afin d'intensifier les interventions en matière de détection de la capacité de conduire affaiblie d'une embarcation nautique. Une hausse importante du nombre d'interventions en matière de capacité affaiblie a été réalisée cette saison. Donc, 91 personnes ont fourni un échantillon d'haleine pour l'appareil de détection approuvé ou ont réalisé les épreuves de coordination des mouvements, comparativement à 49 en 2020. 40 personnes ont été arrêtées pour la capacité de conduire affaiblie, comparativement à 15 en 2020. Rappelons que les plaisanciers sont invités à prévoir dès maintenant les besoins de la prochaine saison en matière de sortie nautique, s'assurer d'avoir l'équipement obligatoire à bord de l'embarcation, vérifier l'état de l'embarcation et en faire l'entretien nécessaire, de même que de s'assurer que tous les documents reliés à l'embarcation soient conformes. Passons maintenant à la deuxième pause. J'aime la générosité du public face aux amputés de guerre.
C'est grâce au donateur si ma fille peut profiter pleinement de son enfance, jouer, s'amuser. Nos enfants ont les adaptations nécessaires permettant de pouvoir faire du vélo, du ski, de la natation. Toutes les portes qui sont ouvertes pour faire toutes les activités qu'ils désirent. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés de vivre leur vie d'enfant. C'est un cadeau inestimable. À l'hôpital de Lanaudière, le 15 novembre 2021, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Paul Itu, époux de Nicole Cloutier, demeurant à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Jean-François Itu, Mélissa Camiran, Joanne Itu, François Archambault, ses petits-enfants Camille et Vincent Itu, son frère Pierre Itu, Manon Barré, sa belle-sœur Ginette Cyr, feu Jean Itu, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille de M. Itu a pris la décision de reporter la cérémonie à une date ultérieure. Au CHSLD Le Château à Berthierville, le 4 novembre 2021, à l'aube de ses 77 ans, est décédée Mme Carmen Joyal, dit Carmel, fille de feu Léonard Joyal et feu Colombe Marchand, épouse de Gilles Aucoin, demeurant à la visitation de l'île du Pape. L'ayant précédé, son fils Marc-André laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles, José et Julie, David Paré, ses petites filles, Maude Sauvageau et Mésange Côté, ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Diane Joyal, Paul-André Blain, Serge Joyal, Joanne Lavoie, Christiane Joyal, Léo Joyal, Sylvie Joyal, Yvon Caron, Lucie Joyal, Denis Bélanger, René Joyal, Céline Plouffe, feu Michel Aucoin, Pierre Dubois, feu Gisèle Aucoin, Francine Aucoin, René Dubois, Jacques Aucoin, Marie-France Sinotte, Nicole Aucoin, Miville Deschênes, Lise Aucoin, Jean-Claude Proux, Jean-Pierre Aucoin, Marlène Lavoie, Richard Aucoin, Isabelle Aucoin, Donald Gauthier, Carole Aucoin, Daryl Adam, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Tous se rappelleront sa joie de vivre, son positivisme, sa générosité et son cœur immense rempli d'amour et de douceur, une femme, une mère et une grand-mère aimante et attentionnée. La famille vous accueillera le samedi 20 novembre dès 12h30 en l'église de la Visitation de l'île du Pape, suivront les funérailles à 14h. Madame Joyal sera inhumée au cimetière paroissial. À l'hôpital de Lanaudière, le 6 novembre 2021, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Jacques Gladu, fils de feu Marie-Flore de Blois et de feu Georges-Étienne Gladu, époux de Thérèse Thibault, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Elisabeth Gladu, Stéphane Boucher, Christian Gladu, Annie Laporte, Marie-Hélène Gladu, Robert Plante, ses petits-enfants, Steven Gladu, Camille Médéros, Ginny Gladu, Jessie Gladu, Laurence, Camille et Édouard Boucher, Laurie et Ariane Plante, ses frères et sœurs, Cécile Gladu, Jacques Coutu, Pierrette Gladu, feu Gilles Lebrun, Denise Gladu, feu Jean-Guy Tellier, Lucie Gladu, Normand Sylvestre, Robert Gladu, Michel Fortier, ses beaux-frères, belles-sœurs, Chantal Thibault, Donald Latour, Linda Thibault, Normand Destrambes, feu Sylvie Thibault, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 21 novembre dès 11h au complexe funéraire Efterio à Berthierville. Suivra une liturgie à 15h dans la chapelle du complexe. Au CHSLD Alphonse Rondeau de Lanoret, le 6 novembre 2021, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Pierre Doucet, retraité de l'enseignement, époux de Nicole Godin, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Mylène, Sylvain Martel, Caroline, ses petits-enfants Pierre-Antoine, Marjorie Champagne et bébé à venir,
Catherine Alex d'Endurant, Thomas, Antoine et Charles, ses frères, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, Alain Doucet, Charlotte Desroches, Richard Doucet, José Bourassa, Gilles Godin, feu Claudette Landry, Édie Gouvremont, feu Micheline Godin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 27 novembre dès 9h30 au complexe funéraire Berthierville, Efterio-Berthierville. Les funérailles suivront le même jour en l'église Sainte-Geneviève de Berthier à 11h30. M. Pierre Doucet sera inhumé au cimetière de Berthierville. À la maison Albatros de Trois-Rivières, le 10 novembre 2021, à l'âge de 44 ans, est décédée Christine Plante, épouse de Philippe Gervais, demeurant à Trois-Rivières et native de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles, Élodie Gervais, Éloi Herpicum, Rosalie Gervais, son père Daniel Plante, Marielle Lefrançois, sa mère Louise Bellumeur, sa belle-mère Yolande Dufresne, feu Richard Gervais, son frère, son beau-frère et ses belles-sœurs, Julie Tessier, feu Dominique Plante, Christian Plante, David Gervais, Annika Forêt, Marie-Claude Gervais, Stéphane Clerfond, sa grand-mère paternelle Jacqueline Vacnet, feu Attance Plante, sa grand-mère maternelle Marie-Claire Bourgie, feu Gérald Bellumeur, ses filles Amy Tessier Plante et Coralie Ferland, ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons pour la maison Albatros de Trois-Rivières qui seront acceptés au salon. La famille vous accueillera le dimanche 28 novembre 2021 dès 10h au complexe funéraire Efterio à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Madame Christine Plante sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert. Au nom de CTRB et de tous ses employés, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Passons maintenant à la météo. Donc, pour la météo, aujourd'hui, il a mouillé beaucoup. Donc, si on regarde jeudi soir, donc c'est nuageux avec averse, donc la pluie continue ce soir. C'est température de 6, température ressentie de 2, donc 70% de probabilité de pluie. Et c'est moins de 1 mm. Il y a aussi des rafales à 42 km à l'heure. Pour ce qui est de demain, donc en fait de cette nuit, jeudi, cette nuit, c'est un ciel variable, température de -1, température ressentie de -6, donc nous repassons en dessous du 0 pour cette nuit. Les probabilités de pluie sont de 30%, puis on regarde les rafales sont à 30 km à l'heure. Ensuite, pour vendredi matin, donc le soleil ressort, c'est un ciel variable, température de 0, température ressentie à -5, donc encore là, nous restons en bas du 0. Puis, puisque la probabilité de pluie est de 20%, donc il ne devrait pas mouiller demain. Vendredi après-midi, ciel variable, température de 5, température ressentie 1. Puis on regarde probabilité de pluie 20% et les rafales de vent, ça repart, donc c'est 35 km à l'heure pour vendredi après-midi. Et si on regarde vendredi soir, c'est généralement dégagé. Donc 1, température ressentie à -3. Donc encore là, les probabilités de pluie sont à 20%, donc ça devrait être beau de ce côté-là. Et les rafales diminuent également, donc 26 km à l'heure. Donc merci, c'était complet pour votre bulletin d'information. Bonne fin de journée, on se retrouve demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.